Ta femme n'est pas morte. Lorenzo Rivas se figea en entendant ces mots inattendus résonner derrière lui. La voix était douce, presque innocente, mais elle transperçait le bruit constant de la pluie qui tombait sur le jardin du mémorial. Il se retourna lentement pour voir qui avait parlé. Juste à l'extérieur du cercle des personnes en deuil se tenait une jeune fille d'environ 10 ans. Son corps frêle était enveloppé dans un sweat à capuche bien trop grand, trempé par la pluie. Ses yeux grands ouverts fixaient Lorenzo sans ciller. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il d'un ton méfiant. « Je l'ai vue, répondit-elle calmement. Elle est vivante. Ta femme n'est pas morte. » Un de ses assistants laissa échapper un léger rire. « On devrait mettre Monsieur Rivas à l'abri. »« Non, » coupa Lorenzo sèchement. La fille fit un pas en avant. « J'étais là quand elle est sortie de l'eau, » continua-t-elle. « Elle était blessée et terrifiée. Ils l'ont forcée à monter dans une camionnette. » Le visage de Lorenzo se durcit. « Écoute-moi bien, jeune fille, ma femme s'est noyée pendant une tempête. La côte a été fouillée pendant des semaines. Personne n'a survécu. »« Mais elle, si, » insista la fille. « Je l'ai vue. Je me souviens d'elle. »« Et comment sais-tu que c'était elle ?» demanda-t-il en croisant les bras. « Elle avait une cicatrice, » répondit la fille, « une longue sur le bras gauche, du coude jusqu'au poignet. » Elle fit glisser son doigt le long de son propre bras. Ses cheveux étaient blond clair, coupés courts, et elle répétait ton prénom. Lorenzo sentit quelque chose se réveiller en lui. Elena avait bien cette cicatrice. Elle s'était blessée à l'université pendant une manifestation. Elle en parlait rarement. Et les cheveux, après son traitement contre le cancer, elle avait choisi de les garder courts, à son image, forte et déterminée. Pourtant, il tenta de refouler tout ça. « Ce n'est pas possible. »« Si, » dit-elle avec assurance, « ils ne l'ont jamais laissé partir. Il y avait un homme avec un bras artificiel, comme en plastique. C'était lui le chef. Il a ordonné aux autres de l'attraper. » J'ai tout vu. Lorenzo la fixa, le souffle court. À quoi ressemblait cet homme? Il était grand, blanc, avec une barbe grise. Il portait un long manteau. Il donnait des ordres comme un militaire. Il a dit de l'emmener vite avant que quelqu'un ne remarque quoi que ce soit. La voix de la fille tremblait, non pas de peur, mais d'urgence. Elle m'a vu, ta femme, elle m'a regardé droit dans les yeux. Il y avait de la peur dans son regard, mais aussi comme si elle me demandait de l'aide. Des gouttes de pluie brouillaient la vue de Lorenzo, ou peut-être étaient-ce des larmes. Il ne savait plus. Il avait envie de crier, de lui dire d'arrêter, mais au fond de lui, quelque chose qu'il avait enfoui recommençait à remuer. Elle portait un collier, chuchota la fille. En or, il y avait un cœur avec 2 lettres, E et B. Lorenzo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce collier était un cadeau qu'il lui avait offert pour leurs 10 ans de mariage. Personne d'autre n'en connaissait l'existence. Elle ne l'enlevait jamais. Si ce moment vous a donné des frissons, vous n'êtes pas seul. Que feriez-vous si la personne que vous pensiez avoir perdue était peut-être encore en vie? Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inoubliables. La fille plongea sa main dans sa poche et en sortit un petit morceau de tissu bleu trempé, délicat et bordé de dentelle. Il était usé et effiloché, mais un prénom restait lisible, brodé en fil doré. Elena. Lorenzo s'approche, la voix basse. « Où as-tu trouvé ça ?»« Près de l'ancienne conserverie, » répondit-elle. « C'est là qu'ils ont arrêté la camionnette. J'étais caché derrière la clôture. » Le silence s'installa. Le vent souffla doucement à travers le jardin, soulevant les pétales que Lorenzo avait laissés au mémorial. Autour d'eux, les endeuillés, les parapluies, les assistants, tout semblait disparaître dans la brume. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. « Julia. Et pourquoi me dire tout ça maintenant ?»« Parce que personne ne m'a écouté, » répondit Julia. « J'ai essayé. J'ai même parlé à un policier, une fois. Il a dit que je mentais, que j'inventais des histoires. » Sa voix restait posée, mais il y avait quelque chose de brut, de vrai derrière ces mots.
Mais ce n'est pas vrai, j'ai tout vu. Lorenzo ne répondit pas tout de suite. Il ne la quittait pas des yeux. Il y avait quelque chose dans son visage, trop sincère, trop limpide pour être ignoré. Elle n'était pas perdue. Elle ne jouait pas. Elle disait ce qu'elle savait, et ça faisait mal. Quelque part derrière eux, un assistant marmonna quelque chose au sujet des journalistes qui approchaient. Lorenzo ne bougea pas. Son regard se posa sur le morceau de tissu dans sa main. Les fils dorés brillaient faiblement dans la lumière grise. Et soudain, les souvenirs l'envahirent. Le rire d'Elena résonnant sur l'eau. Elle, blottie contre lui les matins de tempête. Sa manière de toujours porter des manches longues en été pour cacher cette cicatrice. Sa voix fut à peine un souffle. « Tu dis la vérité. » Giulia hocha doucement la tête. « Oui, je te le jure. » Lorenzo se retourna brusquement. « Amenez la voiture. »« Monsieur ?» ?»« Tout de suite. » Quelques minutes plus tard, une berline noire s'arrêta près d'eux. Lorenzo ouvrit la portière et regarda Giulia. « Monte. » Elle hésita. « Tu es sérieux ?»« Si ce que tu dis est vrai, répondit-il, je ne peux pas affronter ça seul. » Elle grimpa à l'intérieur. Alors que la voiture quittait le jardin, un homme en manteau gris se tenait au loin. Il abaissa une paire de jumelles, appuya sur un petit appareil dissimulé et parla dans une oreillette minuscule. Ils ont établi le contact. Passage à la phase 2. À l'intérieur du véhicule, le silence était pesant. Lorenzo serrait le mouchoir comme s'il risquait de disparaître. C'était la première fois depuis longtemps qu'il se permettait de ressentir quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Et cela l'effrayait. Il faisait chaud dans la voiture, mais le silence entre eux restait glacial. Lorenzo se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Giulia fixait la vitre, suivant des yeux les gouttes de pluie qui glissaient sur le verre. Il fallut plusieurs rues avant qu'il ne brise le silence. « Où cela s'est-il passé ?» demanda-t-il doucement. « Au dock », répondit-elle sans détourner les yeux. « Derrière l'ancienne conserverie, au quai 14. Il y a un morceau de clôture cassé. C'est là que je me cache parfois. » Lorenzo s'adossa, perdu dans ses pensées. Ce coin de la ville regorgeait d'endroits oubliés, des lieux que personne ne regardait vraiment. Et l'homme avec le bras en plastique, il était vraiment là? « Oui, » dit-elle aussitôt. Son bras faisait un bruit bizarre quand il bougeait. Pas normal, on aurait dit qu'il appartenait à un soldat, pas à un malade. Ce détail fit tressaillir Lorenzo. Des années plus tôt, son entreprise avait travaillé sur des prothèses expérimentales pour des vétérans. Aucun modèle n'avait été commercialisé, du moins officiellement. Elle avait peur. Giulia tourna les yeux vers lui. Elle suppliait. Elle ne criait pas, mais on sentait le désespoir. Elle a essayé de fuir. Ils l'ont attrapée. Cet homme, celui avec le bras, c'est lui qui a donné l'ordre. Lorenzo expira longuement, profondément. Et personne d'autre n'a vu ça? Le visage de Giulia changea. Personne ne remarque les enfants comme moi. Surtout quand t'es pauvre et que tu dors derrière les poubelles. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. Lui, qui avait passé des années au sommet, dans des bureaux perchés au-dessus de la ville, n'avait jamais pensé à tous ceux qu'on ne voit pas. Peut-être qu'Elena avait été enlevée sous les yeux de tous, et peut-être que Giulia avait été la seule à voir, et la seule que personne n'avait crue. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt ?»« Je ne savais pas qui tu étais, » répondit-elle honnêtement. « Je n'ai ni Internet ni téléphone. J'ai vu ta photo dans un vieux magazine à la bibliothèque municipale. Ça disait que tu parlerais ici, aujourd'hui. » Lorenzo ferma les yeux un instant. Le son de la pluie sur le toit était doux, régulier. Lorsqu'il les rouvrit, il remarqua les baskets trempées de Giulia, ses mains serrées sur ses genoux, son visage calme et sérieux. « Tu as un endroit où dormir ce soir ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Tu resteras avec moi, » dit-il simplement, « jusqu'à ce qu'on découvre ce qui se passe vraiment. » Elle le regarda, incertaine. « Tu ne me connais même pas. »« J'en sais assez, » répondit-il. « Tu m'as offert quelque chose que personne d'autre n'a jamais pu me donner. » Un doute persistait dans les yeux de Lorenzo alors qu'il se tournait vers le chauffeur.
Ramène-nous chez moi, directement au domaine. » La voiture quitta la ville et s'engagea dans les collines. Pendant le trajet, Lorenzo sortit son téléphone et composa rapidement un numéro. Après 2 sonneries, une voix grave répondit « Ricardo Morales, c'est moi, j'ai besoin d'un service. » Un silence s'installa à l'autre bout du fil. « Je croyais que tu avais raccroché. »« Je l'avais fait, » répondit Lorenzo, « jusqu'à il y a 10 minutes. Maintenant j'ai besoin d'yeux sur le quai 14, la conserverie et tout ce qu'il y a autour. Rayon de 5 pâtés de maison. Cherche tout ce qui sort de l'ordinaire, conteneurs, équipe médicale, société militaire privée, et quiconque avec un bras artificiel. Nouvelle pause. Dans quoi tu t'es embarqué exactement? Dans quelque chose que j'ai enfoui il y a 1 an, dit Lorenzo. Et qui ne veut plus rester enfoui? Il raccrocha, puis se tourna vers Giulia. On commencera par ce que tu as vu. Je veux tout savoir, même ce que tu crois sans importance. Elle hésita. Alors, tu me crois maintenant? Je te crois assez pour agir, répondit-il, et ce n'est pas une chose que je fais à la légère. Quand la voiture arriva enfin au domaine, une large maison moderne perchée en haut des falaises, les yeux de Giulia s'agrandirent. Elle n'avait jamais vu une allée aussi longue, ni senti l'air de l'océan flotter derrière des grilles en fer forgé. Une gouvernante ouvrit la porte avant même qu'il ne descende. « Monsieur Rivas !»« Elle est avec moi, » dit-il en désignant Giulia. « Donnez-lui quelque chose de chaud, et un vrai repas, bien chaud. » « Tout de suite, monsieur. » À l'intérieur, la maison était calme, élégante. Parquet en noyer lisse. Du vieux jazz flottait doucement dans les enceintes. Les chaussures mouillées de Giulia couinaient légèrement sur le sol. Lorenzo la guida vers un petit salon, lui tendit une couverture et désigna le siège près de la cheminée. Elle s'y assit, silencieuse, mais ses épaules se détendirent un peu quand le feu s'alluma. Le dîner arriva peu après. Un sandwich au fromage grillé, une soupe chaude à la tomate et des tranches de pommes joliment disposées, comme dans un magazine. Giulia fixa l'assiette comme si c'était un rêve, avant de saisir doucement le sandwich. « Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé autre chose que ce qu'on trouve dans les poubelles, » murmura-t-elle. Lorenzo s'installa en face, en silence. « Et l'école » demanda-t-il. « J'y vais parfois, quand les foyers m'y obligent. » Il se pencha vers elle. « Et si je te disais que, si ton témoignage m'aide à retrouver ma femme, tu n'auras plus jamais à dormir dehors ?» Giulia leva les yeux, méfiante. « Tu le ferais vraiment ?»« Je ne fais jamais de promesses que je ne peux pas tenir, » dit-il. Elle l'observa un instant, puis hocha lentement la tête. « D'accord, je vais tout te dire. » Et elle le fit. Elle décrivit la nuit en détail, la camionnette qui était arrivée près du quai, les hommes en vêtements sombres forçant une femme à l'intérieur, le moment où l'un d'eux avait laissé tomber un objet petit et étrange. Un appareil peut-être, elle l'avait caché. Il portait des symboles qu'elle ne savait pas lire. Lorenzo écoutait chaque mot, chaque silence, chaque regard. La voix de Giulia ne trembla jamais. Plus tard dans la nuit, elle s'endormit recroquevillée sur le canapé en cuir, enveloppé de couvertures chaudes. Dans son bureau, Lorenzo était assis sous une lumière tamisée, le téléphone à l'oreille. « Ricardo Morales ?»« On a du mouvement », annonça Ricardo Morales. « Des camions banalisés près de la conserverie, des hommes armés, aucun logo. L'un d'eux correspond à la description du bras artificiel. » La mâchoire de Lorenzo se contracta. « Ne fais rien pour l'instant. Suis-les seulement. Je veux savoir où ils vont, qui leur donne les ordres. » Reçu. Il raccrocha et se tourna vers la paroi vitrée derrière lui. Giulia dormait toujours, emmitouflée dans le nouveau sweat à capuche. Il n'avait plus besoin de preuves. Il le sentait. Elle n'avait pas menti. Quelque chose là-dehors avait volé sa femme et l'avait gardée cachée pendant 1 an. Et maintenant, la vérité était entrée chez lui, détrempée par la pluie, vêtue de vêtements usés. La tempête qu'il redoutait n'était pas en approche, elle était déjà là. L'aube se leva sur la côte, projetant une lumière gris pâle sur le domaine des Rivas.
Mais Lorenzo était déjà debout. Il n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à scruter les cartes du port, les plans de la conserverie et des heures de vidéosurveillance archivées. Des images qu'il avait autrefois jugées sans importance. Mais désormais, à travers les mots de Giulia, tout semblait différent. Dans la cuisine, Giulia était assise sur un tabouret haut, concentrée sur son assiette. Elle mangeait des œufs brouillés et du pain grillé lentement, comme si elle hésitait encore à faire confiance à ce qui lui arrivait. Un sweat à capuche tout neuf reposait sur ses épaules, doux, propre, sentant encore le savon. Elle paraissait plus petite sous la lumière du matin, mais sa présence, elle, n'avait pas diminué. Lorenzo entra avec une tasse de café à la main. « Tu as bien dormi ?» Giulia hocha la tête en mâchant. « Ce canapé est plus doux que tout ce sur quoi j'ai jamais dormi. » Lorenzo lui adressa un léger sourire, mais il ne toucha pas ses yeux. « Bien, parce que j'ai besoin de toi aujourd'hui. » Giulia plissa légèrement les yeux. « Tu veux que je vienne avec toi ?»« Oui, » répondit-il. « J'ai besoin que tu m'emmènes à l'endroit exact. Je veux tout voir. Comme tu t'en souviens, chaque rue, chaque recoin. Ta mémoire vaut plus que n'importe quelle carte. » Elle hésita, avala difficilement. « Et si ces gens sont encore là ? » « Ils ne nous verront pas, dit-il d'un ton calme. On restera cachés. » 1 heure plus tard, ils étaient de retour en ville. Le SUV noir glissait silencieusement à travers les rues brumeuses. Vitres teintées, moteur à peine audible. Giulia était à l'arrière, donnant des indications brèves et précises, pointant des entrepôts délabrés et des clôtures rouillées. « Là !» dit-elle en désignant une ruelle. « Derrière cette benne, c'est là que je me suis caché. » Lorenzo arrêta le SUV en face de la conserverie. Le bâtiment semblait abandonné. Métal rouillé, fenêtres brisées. Une immense enseigne délavée indiquait « New England Seafood Company ». Mais Lorenzo en avait trop vu dans sa vie pour se fier aux apparences. Il savait que la décrépitude pouvait cacher bien plus que le passage du temps. « Reste ici, dit-il à Giulia. Ricardo Morales est déjà à l'intérieur. » Son oreillette grésilla aussitôt. « Visuel confirmé, » annonça Morales. « Un garde à la sortie sud, armé, pas de badge, pas d'uniforme. » Lorenzo se tourna vers Giulia. « Tu as dit qu'ils l'ont fait entrer par le côté ?»« Oui, cette porte sous la lumière. » Il lui fit un signe de tête, puis sortit du SUV, son manteau se gonflant dans le vent. Ricardo Morales l'attendait à l'ombre, dans l'allée. « Rien de flagrant à l'intérieur, » murmura-t-il, « mais j'ai trouvé un truc étrange. » Ils entrèrent par une porte latérale. L'odeur de mer, de rouille et de produits chimiques stagnait dans l'air. À l'intérieur, tout semblait à l'abandon. Poussière partout, machine silencieuse. Mais au bout d'un couloir verrouillé, Ricardo avait trouvé une pièce. Quand Lorenzo franchit la porte, l'odeur changea brusquement. Eau de javel, métal froid, quelque chose de stérile. Ça ne collait pas avec le reste du bâtiment. La pièce était petite, comme une chambre d'hôpital. Au centre, un vieux lit d'appoint. Des sangles pendaient encore au coin. Un plateau métallique à côté, avec une seule seringue vide posée dessus. Lorenzo retint son souffle, puis il la vit, gravée discrètement dans le béton, juste à côté du lit. 2 lettres. E.R. Ricardo Morales les lut à voix haute. Elena Rivas, ce n'était pas une cachette, c'était une cellule. Lorenzo s'approche, effleurant le mur du bout des doigts. Les marques étaient récentes, peut-être vieilles de quelques semaines, pas plus de 2 mois. Elle avait été ici, il le sentait. Elle a essayé de laisser un message, murmura Lorenzo. Elle savait que quelqu'un finirait par la chercher, ajouta Ricardo Morales à voix basse. Lorenzo se tourna vers lui. Je veux une surveillance jour et nuit. Si jamais il la déplace, je veux le savoir avant que la camionnette démarre. Ricardo hocha brièvement la tête. Il y a autre chose. J'ai trouvé ça par terre, de l'autre côté de la pièce. Il tendit un petit morceau de tissu, de la soie bleu foncé striée de sang séché. Le bord était cousu avec un fil argenté. Lorenzo le fixa. C'est un bout de son foulard, murmura-t-il.
Dans le SUV, Giulia était recroquevillée sur son siège, les bras autour des genoux. Quand Lorenzo revint, elle leva les yeux vers lui, cherchant une réponse sur son visage. « Tu avais raison, lui dit-il. Son visage mêlait soulagement et douleur. Elle avait peur, n'est-ce pas? Très peur, répondit Lorenzo. Giulia baissa les yeux. Je comprends pas. Pourquoi on ferait ça? Elle est juste une femme comme les autres. La voix de Lorenzo se fit plus douce. Elle n'est pas n'importe qui. C'est ma femme. Et parfois, quand on ne peut pas atteindre un homme directement, on s'en prend à celle qu'il aime. Giulia ne répondit pas, mais ses mains serrèrent plus fort les manches de son sweat. Lorenzo sortit son téléphone. « Il faut que je passe un appel. Reste dans la voiture. Verrouille les portes. Ricardo Morales est tout près. » Il s'éloigna et composa un numéro. La ligne décrocha à la deuxième sonnerie. « Rivas. Alberto. » Un silence. « Je ne m'attendais pas à t'entendre, » dit Alberto. « J'en suis sûr. » Un autre silence. « Tu m'appelles après tout ce temps. Qu'est-ce que tu veux ?» Le ton de Lorenzo devint tranchant. « J'ai des questions. À propos d'Elena. À propos du versement. Et sur pourquoi certains documents ont disparu juste après sa disparition. Lorenzo, peut-être que tu devrais te reposer. Le deuil, parfois... » « Ne commence pas, » coupa Lorenzo, sa voix dure comme l'acier. « Réponds juste, tu connais un homme avec un bras artificiel qui s'occupait de transport de sécurité hors registre ?» Alberto ne répondit pas tout de suite. « Tu cours après des fantômes, Lorenzo. »« Non, » répondit-il. « Je suis des traces. » Il raccrocha. De retour dans le SUV, Giulia le regardait en silence. « Ils sont nerveux, » dit Lorenzo à voix basse. « C'est pas toujours bon signe, » souffla-t-elle à peine. « Les gens qui ont peur font des choses dangereuses. » Lorenzo hocha légèrement la tête. La vérité aussi. Alors que le SUV s'éloignait de la conserverie, des nuages épais se rassemblaient au-dessus d'eux, sombres, lourds, venus de la mer, comme un avertissement. Non loin de ce bâtiment rouillé, dans le silence, une femme aux cheveux blonds pâles et courts suivait du doigt une vieille cicatrice sur son bras gauche. Elle ferma les yeux et murmura dans l'obscurité. « Tiens bon, Tom, je suis encore là. » Plus tard ce soir-là, Giulia était assise en tailleur sur le canapé du bureau de Lorenzo. La lumière du feu dansait doucement sur son visage alors qu'elle dessinait dans un carnet neuf. Quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle dessinait vite, avec précision, le portrait d'une femme aux cheveux courts, ébouriffés et au regard rempli de peur. Lorenzo, assis à son bureau tout près, ne regardait pas le dossier devant lui. Il la regardait, elle. « Tu l'as déjà dessinée, » dit-il doucement. Giulia ne leva pas les yeux, seulement dans ma tête. Certaines nuits, je la dessinais de mémoire pour ne pas l'oublier. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Parce qu'on aurait dit qu'elle avait besoin que quelqu'un se souvienne d'elle. » Lorenzo sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Le monde avait continué sa route. Les journaux avaient cessé d'en parler. Les gens avaient arrêté de poser des questions. Mais Giulia, une fille sans rien, avait gardé le visage d'Elena en mémoire comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Je veux que tu viennes avec moi demain, » dit-il. « Où ça ?» demanda-t-elle. « Voir quelqu'un de la patrouille portuaire. Il me doit un service. Peut-être qu'il se souvient de quelque chose d'étrange, cette nuit-là, pendant la tempête. » Elle hocha la tête. « D'accord. Mais Giulia... » Il hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Si jamais il se passe quelque chose, si je ne suis pas avec toi, ne reste pas figé, ne te cache pas. Cours et utilise le numéro que je t'ai donné. Compris ?» Giulia le regarda droit dans les yeux et hocha à nouveau la tête. « J'ai pas peur ?»« Tu devrais, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Plus tard, alors que la maison était plongée dans le silence, Lorenzo passa près de la cheminée et aperçut le dessin que Giulia avait laissé sur la table. Il le prit, laissant la lumière de la lampe tomber sur la page. C'était Elena. Même sans couleur, il la reconnaissait. Chaque trait, chaque courbe. Mais quelque chose dans le regard le stoppa net. Ce n'était pas juste de la peur. C'était un appel à l'aide. « Aide-moi », murmura-t-il dans la pièce silencieuse.
Le lendemain matin, une brise froide et sèche soufflait sur la ville. Lorenzo les conduisit jusqu'à une marina à la périphérie. Une rangée de bateaux de patrouille tanguait doucement le long des vieux quais écaillés. Il guida Giulia vers l'un des pontons où un homme plus âgé, en veste en jean, fumait un cigare à côté d'un bateau à moteur délavé. « Riva !» dit l'homme, d'une voix râpeuse comme du papier de verre. « Ray !» répondit Lorenzo en lui serrant la main. « Merci d'être venu. » Le regard de Ray se posa sur Giulia, un peu méfiant. « C'est ta fille ?»« C'est un témoin, » répondit Lorenzo. Ray tira une nouvelle bouffée de son cigare. « Tu m'as dit que c'était à propos d'Elena. Je pensais que tu avais tourné la page. »« Je l'ai fait, » répondit Lorenzo, « mais elle n'a pas disparu pour de bon. » Ray plissa les yeux, cherchant à comprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Lorenzo fit un petit signe de tête à Giulia. Elle s'avança. « Je l'ai vu sortir de l'eau, » dit-elle d'un ton ferme. « J'ai vu où ils l'ont emmené. » Ray sembla abasourdi, mais pas incrédule. Il regarda Lorenzo, puis revint à la jeune fille. « Cette nuit-là, on a capté quelque chose, un signal d'urgence. Aucun enregistrement dans le système, mais on l'a enregistré. Mais pas longtemps après, quelqu'un de la sécurité intérieure nous a appelés. Ils ont dit d'effacer tout, qu'apparemment, c'était juste un exercice. » Les yeux de Lorenzo se plissèrent. « Et ce signal, il venait d'où » Ray monta dans le bateau et ouvrit un tiroir de rangement. Il en sortit une carte plastifiée et entoura un point au large des côtes. « Là, juste au large de Deadman's Bluff, c'est de là que le signal est parti. » Lorenzo fixa la carte, fronçant les sourcils. « Et personne n'a fait de suivi ?» Ray secoua la tête. « Après cet appel, on nous a ordonné de tout fermer et d'oublier ce qu'on avait vu. » Lorenzo passa la main dans ses cheveux, son esprit en ébullition. Un autre fil dans une toile qui s'étendait trop loin, trop vite. Lorenzo se tourna vers Giulia. « Tu as entendu des hélicoptères cette nuit-là » Elle secoua la tête. « Non, juste des moteurs, comme des camions ou des fourgonnettes. » Ray tendit la carte. « Tu vas partir à sa recherche ?»« Oui, » répondit Lorenzo. Ray hocha lentement la tête. « Alors fais attention. S'ils effacent leurs traces aussi vite, ils ne s'arrêteront pas aux menaces. Les gens qui posent trop de questions disparaissent souvent. » Le trajet de retour se fit en silence. Giulia suivait du doigt le contour de la carte, ses yeux fixés sur l'endroit que Ray avait entouré. « Tu crois qu'ils s'attendaient à ce qu'elle survive ?» demanda-t-elle doucement. « Je pense qu'ils comptaient sur le fait qu'elle ne s'en sortirait pas, » répondit Lorenzo. « Et quand elle a survécu, ils ont agi vite pour la faire disparaître. »« Mais pourquoi elle ?» demanda encore Giulia. « Elle était juste ta femme. » Lorenzo hésita puis répondit « Elle était bien plus que ça. » Elena s'apprêtait à rendre public un dossier qui aurait exposé plusieurs PDG de compagnies maritimes pour blanchiment d'argent et trafic d'êtres humains. Elle avait les preuves. Elle était proche. Giulia le regarda abasourdi. « Donc, ça n'avait rien à voir avec toi ?»« Non, » dit Lorenzo, « ce n'est pas moi qu'il visait. Il voulait la faire taire. » Giulia se renversa contre le dossier du siège, choquée. « Ils ont essayé de l'effacer. Et ils ont presque réussi, » dit Lorenzo, « jusqu'à ce que tu vois ce qu'ils ne voulaient pas que personne voie. » Ce soir-là, lorsqu'ils revinrent à la maison, Lorenzo sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le portail d'entrée était ouvert. Un frisson glacial remonta en lui. « Reste ici, » dit-il à Giulia. Il sortit prudemment et s'approcha de la porte d'entrée. Elle n'était pas verrouillée. À l'intérieur, les lumières étaient encore allumées, mais dans son bureau, un tiroir avait été ouvert et des papiers étaient éparpillés sur le sol. Ricardo Morales arriva en quelques minutes. « Quelqu'un est entré dans ton bureau, dit-il. Aucune trace d'effraction. Ils avaient le code. » La mâchoire de Lorenzo se crispa. Alors c'est quelqu'un qui avait accès, quelqu'un de proche. Dans le couloir, Giulia se tenait debout, les bras serrés autour d'elle. « Ça va ?» demanda Lorenzo. Elle hocha la tête. « Ils nous surveillent, hein ?»« Oui. »« Bien, dit-elle doucement. Ça veut dire qu'ils ont peur. »
Lorenzo la regarda et esquissa un léger sourire, fier. Oui, exactement. Plus tard, il se tenait dans le calme du salon, les yeux rivés sur le portrait au-dessus de la cheminée. Lorenzo et Elena, figés dans la lumière du soleil, éclatant de rire. « Elle est encore en vie, dit Giulia. Je le sens. » La voix de Lorenzo était basse. « Alors, on la retrouvera, quoi qu'il en coûte. » Dehors, une voiture restait immobile. À l'intérieur, une silhouette observait à travers des jumelles. « Elle est plus problématique que prévu, » murmura une voix dans un téléphone. « Elle a une mémoire trop précise. »« Alors fais en sorte que ce soit la dernière, » répondit une autre voix. L'appel se coupa. Mais à l'intérieur de la maison des Rivas, le feu brillait plus fort que jamais. Le lendemain matin, Lorenzo se tenait seul dans l'allée, le vent soufflant la brume depuis les falaises. Dans ses mains, il tenait la carte repliée que Ray lui avait donnée. Il la dépliait encore et encore, sa poigne tendue, non pas comme un homme préparant un accord, mais comme quelqu'un prêt à faire face à une guerre. Ce n'était pas une affaire, c'était la vie, celle d'Elena, et maintenant, celle de Giulia aussi. À l'intérieur, Giulia mangeait des céréales au comptoir de la cuisine, ses yeux guettant chaque craquement dans les murs, chaque ombre au-delà des fenêtres. L'intrusion l'avait secouée, mais elle ne l'avait pas brisée. Au contraire, elle en était ressortie plus forte. Elle commençait à comprendre le danger et le poids de ce qu'ils affrontaient. Lorenzo rentra dans la maison et lui tendit un petit objet. « C'est un traceur, GPS, garde-le toujours sur toi. » Giulia l'observa dans sa paume. « Tu crois qu'ils vont encore me chercher ?»« Je ne le crois pas, » répondit-il. « Je le sais. » Ricardo Morales entra avec une tablette à la main. « J'ai fouillé les comptes offshore liés aux dirigeants qu'Elena enquêtait, » dit-il. « La plupart ont été fermés après sa disparition, sauf un. » Il tendit la tablette à Lorenzo. « Ashmont Holdings. Enregistré dans le Delaware, mais l'activité financière mène à un dépôt de ravitaillement, à 3 kilomètres de l'endroit où Giulia l'a vue pour la dernière fois. » Giulia se leva. « C'est là qu'elle est. »« Peut-être, » répondit Lorenzo, « ou peut-être que ce n'était qu'une étape. »« Dans tous les cas, » ajouta Ricardo Morales, « on y va ce soir. » Giulia jeta un œil vers la fenêtre, le front froncé par l'inquiétude. « Et si c'est un piège ?»« Alors on entre les premiers, » répondit Lorenzo. « Et c'est nous qui déclenchons ce piège, à nos conditions. » Cette nuit-là, ils roulèrent sans phare, suivant une route étroite et sinueuse le long des falaises. Le SUV était sombre, silencieux. Ricardo Morales conduisait. Lorenzo orientait le trajet. Giulia, assise au milieu, tenait la tablette contre elle comme une bouée. De loin, l'installation semblait morte, une boîte métallique silencieuse au bord de la mer. Aucun nom, aucune lumière, aucun mouvement. Mais ils savaient tous que ce n'était qu'une façade. À travers une paire de jumelles haute puissance, Lorenzo vit ce qu'il redoutait, mais s'attendait à voir. Du mouvement. 2 hommes se tenaient près de l'entrée latérale, les bouts de leurs cigarettes brillant dans le noir. Un autre faisait les 100 pas près du quai de chargement. Ils portèrent des vêtements ordinaires, mais leur posture, leur vigilance, leur langage corporel trahissaient un entraînement militaire. Ils laissèrent le véhicule garé à 400 mètres et continuèrent à pied, restant dans les ombres. Giulia, habillée d'un sweat sombre et de gants, avançait silencieusement derrière eux, calant ses pas au leur sans bruit. Ricardo Morales leva la main pour leur signaler de s'arrêter. « 3 signatures thermiques à l'intérieur, » murmura-t-il. « L'une ne bouge pas, peut-être attachée. » Le cœur de Lorenzo s'emballa. « C'est elle ? » ?»« Je ne peux pas confirmer, pas encore. » Ils contournèrent le bâtiment jusqu'à l'arrière, où une grille rouillée donnait accès au-dessous de la structure. Ricardo Morales l'ouvrit. Un à un, ils rampèrent à l'intérieur. L'air était vicié, chargé de métal et de sel marin. Le passage était étroit. Giulia avançait avec aisance, petite, rapide, discrète. À l'extrémité de la gaine, Ricardo Morales sortit une caméra filaire et la glissa dans une fissure. « Qu'est-ce que tu vois ?» demanda doucement Lorenzo. Ricardo se pencha. « Un homme debout, bras mécaniques, c'est lui. »
Giulia inspira brusquement. C'est lui. Je m'en souviens. Riccardo hocha la tête. Un autre gars au fond. Il surveille une femme, blonde, attachée à une chaise. Lorenzo cligna des yeux, un vertige le saisit. Son cœur battait à ses tempes. « On entre vite, dit Riccardo. Pas d'erreur, pas un bruit. » Ils glissèrent hors de la gaine, dans l'ombre. Ils se déplacèrent rapidement, des silhouettes faufilées entre les caisses et les piliers d'acier. Puis, parfaitement synchronisés, ils attaquèrent. Riccardo Morales neutralisa le garde près de la sortie, 2 souffles étouffés de silencieux avant que l'homme ne s'effondre. Lorenzo fonça vers la femme, arrachant le ruban de sa bouche. « Elena, c'est moi, je suis là !» Elle baissa la tête puis leva les yeux vers lui. « Tom ?» murmura-t-elle. Il se figea en entendant ce prénom. Tom. Quelqu'un l'avait conditionné à l'oublier. Il la serra fort contre lui. « Je te tiens maintenant, tu es en sécurité. » Mais soudain, clic, le bruit métallique d'une arme qu'on arme. Lorenzo se retourna d'un coup. L'homme aux bras mécaniques se tenait dans l'encadrement de la porte, le sang coulant de son nez là où Riccardo Morales l'avait déjà frappé. Un pistolet pointait droit sur eux. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es embarqué, » grogna-t-il. « Je sais exactement ce que je fais, » répondit Lorenzo, protégeant Elena de son corps. L'homme ricana. « Elle avait des preuves, des noms. Ils m'ont payé pour la faire disparaître. Mais elle ne voulait pas mourir. T'aurais dû laisser l'océan l'emporter. » Lorenzo fit un pas en avant. « Pose ton arme. » Mais avant qu'il ne puisse agir, une autre voix surgit de l'ombre. « Toi d'abord !» Giulia sortit à la lumière, tenant des 2 mains une lourde lampe torche comme une arme. Ce n'était pas un pistolet, mais dans ses mains, ça en avait l'air. Les yeux de l'homme se plissèrent. « Encore toi, t'es qu'une gamine stupide. » « Alors pourquoi tu as peur de moi ?» lança-t-elle. Cette seconde de distraction, c'est tout ce qu'il fallut à Riccardo Morales. Il bondit, envoya l'arme voler au sol, puis abattit l'homme avec un dernier coup violent. Lorenzo se tourna vers Giulia bouleversée. « Tu aurais pu te faire tuer !» Elle haussa les épaules. « J'en ai marre d'avoir peur. » Ils emportèrent Elena par le même chemin qu'ils avaient emprunté. Sa respiration était faible, mais régulière. Dehors, une fourgonnette noire les attendait. L'équipe de renfort de Riccardo Morales était déjà là. Des médecins se précipitèrent, tandis que Lorenzo tenait la main d'Elena à l'intérieur. « Tout va bien maintenant, » murmura-t-il. Elle toussa, la voix rauque. « Pas tous, partis. » Lorenzo se pencha. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Ce nom, Ashmont, ce n'est qu'un morceau. Il y en a d'autres. Ils sont encore là. Ils regardent encore. » Il hocha la tête, déterminé. « Alors on les trouvera. » À côté de lui, Giulia tenait dans ses mains le croquis qu'elle avait gardé tout ce temps, celui du visage d'Elena. Elena le vit et esquissa un sourire, faible. « Garde-le, » souffla-t-elle. « Il me ressemble plus que n'importe quelle photo. » Alors que la fourgonnette s'éloignait dans la nuit, Lorenzo regarda une dernière fois l'entrepôt, désormais plongé dans l'obscurité, mais encore rempli de questions sans réponse. Ce n'était pas la fin. C'était juste le début d'un combat qu'ils étaient prêts à mener, ensemble. Plus tard, dans l'aile médicale silencieuse du domaine, Lorenzo était assis près du lit d'Elena. La pièce était calme, rythmée seulement par le son régulier des moniteurs. Son visage était pâle et marqué, presque méconnaissable après tout ce qu'elle avait traversé. Mais sa main dans la sienne était ferme, ses doigts serrés autour des siens, comme si elle ne comptait plus jamais le lâcher. Il y avait encore du feu en elle, faible, mais toujours vivant. À l'entrée, Giulia attendait en silence, hésitante, observatrice. Lorenzo lui fit un signe doux. « Elle voulait te voir, dit-il. » Giulia entra lentement dans la pièce. Les yeux d'Elena se tournèrent vers elle, et malgré l'épuisement, un léger sourire apparut sur ses lèvres, reconnaissant, chaleureux. « La fille, » murmura-t-elle. « Elle s'appelle Giulia, » répondit doucement Lorenzo. Elena hocha la tête. «
Merci, Giulia, je t'ai vu. Cette nuit-là, tu n'as pas détourné les yeux. La voix de Giulia tremblait. Je ne savais pas quoi faire. J'étais juste une gamine. Tu as été courageuse, dit Elena dans un souffle. C'est plus que la plupart. Lorenzo restait silencieux, les émotions nouées dans sa gorge. Giulia avait vu ce que personne d'autre n'avait vu. Ni la police, ni les médias. Une enfant ignorée du monde, une fille que personne ne pensait importante, avait tout sauvé. Plus tard dans la matinée, Lorenzo et Ricardo Morales se retrouvèrent dans le bureau, la table encombrée de dossiers ouverts, de photos et de schémas numériques. « Du nouveau ?» demanda Lorenzo. Ricardo tapota sa tablette. « Beaucoup. L'homme au bras artificiel, il opérait sous le faux nom de Santiago Serrano, ex-militaire privé, disparu des registres il y a 3 ans, réapparu comme chef de la sécurité pour plusieurs installations offshore. » Lorenzo se pencha. « Ashmont en fait partie ?»« Oui, et 3 autres, toutes liées à des sociétés écrans enregistrées au Luxembourg. » Ricardo fit défiler l'écran suivant. On y voyait une image floue d'un port, des conteneurs en cours de déchargement. Aucun logo, sauf un triangle noir sur fond blanc. Le regard de Lorenzo se durcit. Ce symbole apparaissait dans les recherches d'Elena. Elle pensait qu'il marquait les cargaisons utilisées pour la traite, humaine, pas marchande. « Elle avait raison, dit Ricardo, et maintenant ils savent qu'elle est en vie. » Lorenzo inspira profondément. « Alors on frappe avant qu'ils ne disparaissent à nouveau. » Ricardo hocha la tête. « J'ai une couverture satellite. Un site est toujours actif, côte du Golfe, au milieu de nulle part, mais pas invisible. »« Parfait, dit Lorenzo. On y va ce soir. » Ailleurs dans le domaine, Giulia se tenait devant la chambre d'Elena, les yeux posés sur une photo accrochée au mur. Lorenzo et Elena souriant, un jour de soleil. Mais dans les yeux d'Elena aujourd'hui, quelque chose avait changé. Cette ouverture d'autrefois était maintenant voilée par la peur. La voix d'Elena, faible mais ferme, l'appela « Approche, ma chérie ». Giulia entra lentement. Elena s'était légèrement redressée, le visage pâle mais attentif. « Ils reviendront, dit-elle. Tu le comprends, n'est-ce pas ?» Giulia hocha la tête. « Ils ont déjà essayé. » Elena lui prit la main. « Ce n'est plus seulement à propos de moi. Ils t'ont vu, ça fait de toi une menace aussi. » Giulia baissa les yeux. « Alors qu'ils viennent, je n'ai pas peur. » Elena sourit, douce et fière. « C'est justement pour ça qu'ils ont peur de toi. » En bas, Lorenzo préparait son équipement en silence. Téléphone satellite, disque chiffré, une arme de poing et des chargeurs de rechange. Son esprit était vif, mais son cœur lourd. Elena était rentrée, mais le combat, lui, avait changé de forme. Le danger n'était pas terminé, il avait simplement changé de direction. Au crépuscule, l'équipe était en route, direction la Louisiane. Leur cible, une ancienne station météo oubliée, enfouie dans le bayou. Elle avait depuis longtemps changé de main, désormais propriété d'une société fantôme sans activité déclarée. Pas de route, juste des marécages et le silence. Ils atterrirent en hélicoptère à plus de 3 kilomètres du site, puis embarquèrent sur une barque à fond plat, glissant vers la silhouette sombre du bâtiment. 2 tours grises, un quai en ruine, aucun garde visible, mais Lorenzo savait qu'il ne fallait jamais se relâcher. À bord, Ricardo vérifia son arme. Pas d'erreur ce soir. Lorenzo acquiesça. On prend les fichiers et on repart. Vite, propre, sans jouer les héros. Dans le fourgon de surveillance un peu plus loin, Giulia était assise à côté d'un opérateur radio, casque sur les oreilles. « Lorenzo ?» Sa voix grésilla dans l'oreillette. « Coin nord-ouest, il y a du mouvement !» Il se cacha derrière des caisses empilées. Des détails, un homme, armé. Il parle dans un micro. On dirait qu'il tente d'extraire des données. Je crois qu'ils effacent tout. Merde, grogna Lorenzo. Il savait qu'on venait. Alors on y va maintenant, dit Ricardo Morales. Ils avancèrent en silence, neutralisant rapidement 2 gardes près de l'entrée. À l'intérieur, la pièce brillait de bleu et de vert, des rangées de serveurs encore actifs.
Lorenzo se précipita vers le noyau central et inséra le disque. Les fichiers commencèrent à se télécharger immédiatement. Dans un coin, quelque chose bougea. « Ne bouge pas !» cria Ricardo Morales. Une silhouette se figea, jeune, terrifiée, les deux mains levées. « Je suis juste l'informaticien. Je ne sais rien. » Lorenzo s'approche. « Depuis combien de temps cet endroit fonctionne ?» demanda-t-il. « 6 mois ?» répondit le technicien nerveux. « Ils amenaient tout le temps des caisses. On ne les ouvrait jamais. On scannait juste des identifiants. C'est tout ce que j'ai fait. » « Quel type d'identifiant ?» insista Ricardo. « De faux papiers d'immigration. Je le jure, j'ai jamais posé de questions. » Derrière eux, la barre de transfert atteignit 100%. Lorenzo retira le disque sans hésiter. « C'est bon, on bouge. » Dehors, des projecteurs aveuglants déchirèrent la brume épaisse. Une autre embarcation approchait à vive allure. Des silhouettes en descendaient en urgence. « Partez, maintenant !» cria Ricardo Morales. Des coups de feu éclatèrent, brisant le silence. Les balles frappèrent les caisses, ricochant sur le métal. Lorenzo se plaqua derrière un fût et répliqua par salve brève. Puis, la voix de Giulia résonna dans l'oreillette. À gauche, un passage dans les roseaux. Le GPS indique un bras étroit. Vous pouvez sortir par là. Suivant ses instructions, ils se baissèrent et coururent dans le marais. Les tirs retentissaient derrière eux, mais personne ne les poursuivit. En quelques minutes, ils atteignirent le point d'extraction, couvert de boue, à bout de souffle, mais vivants. Dans le van, Giulia suivait les points du tracker qui se rejoignaient sur la carte numérique. Elle expira, les yeux clos un instant. Ils ont réussi. De retour au domaine, Lorenzo posa le disque chiffré sur son bureau. « Tout ça va bientôt finir, dit-il. » Elena, debout derrière lui, appuyée contre l'encadrement de la porte, répondit d'une voix ferme. « Non, ça commence maintenant. » À côté d'eux, la voix de Giulia fendit le silence comme une lame. « On va tout faire tomber. » À 3h14 du matin, le fichier se déchiffra. Dans la salle de commandement sécurisée, Lorenzo, Elena et Ricardo Morales se tenaient devant l'écran géant, observant les lignes de données défiler, noms, virements bancaires, images floues, journaux de conteneurs horodatés, photos de réunions secrètes, scans de faux passeports, manifestes de cargaisons camouflées en aide humanitaire. Elena s'appuya sur le dossier du fauteuil de Lorenzo, épuisée mais déterminée. « C'est ça », murmura-t-elle, « tout ce qu'ils ont voulu enterrer. » Ricardo ouvrit un autre dossier. « Il y a plus !» Regarde ça. Un nouvel écran s'afficha, des listes de lieux, d'horaires, de codes de transport, tous liés au même symbole, un triangle noir. Lorenzo recula, analysant. Combien de personnes sont passées par ces routes? Ricardo ne détourna pas le regard. Des centaines, au minimum, peut-être des milliers. À ce moment-là, Giulia entra tenant une tasse de thé pour Elena. Des taches d'encre parsemèrent ses manches. Elle avait fouillé les fichiers elle-même. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle. Un nom dans la liste. Camila Ortega. Elle a disparu l'an dernier en enquêtant sur une affaire de corruption au Honduras. » Elena se figea. Je la connaissais. Elle m'a contacté une fois. Elle disait qu'elle tenait quelque chose d'énorme. Puis elle a disparu. Lorenzo se tourna vers Ricardo Morales. On peut la retrouver? Peut-être. D'après ces infos, elle a été vue pour la dernière fois près d'un avant-poste offshore, au large de Miami, il y a 6 mois. Il se tourna vers Giulia. « Tu veux venir avec nous ?» Sans hésiter, elle hocha la tête. « Je dois venir. » Cet après-midi-là, sous de fausses identités, ils prirent l'avion pour Miami. Elena resta en arrière pour se rétablir, encore fragile, encore protégée. Mais Lorenzo et Giulia, forgés par le feu et l'ombre, ne perdirent pas une seconde. Leur destination, une station de recherche climatique océanique qui n'avait plus rien enregistré depuis des années.
Ils louèrent un catamaran et s'approchèrent à la lumière déclinante. De loin, il était évident que ce n'était pas un laboratoire. Tours rouillées, gardes armés, aucune trace d'équipement scientifique. Ils jetèrent l'ancre au large et plongèrent, silencieux sous les vagues. Giulia glissait dans l'eau comme si elle y était née, fluide, rapide, invisible. À l'intérieur, les couloirs bourdonnaient d'un bruit froid, stérile. L'odeur de métal et de moisissure emplissait l'air. Lorenzo gardait son arme levée, le cœur battant. Giulia ouvrait la voie, utilisant une carte d'accès volée lors de leur mission précédente. Elle fonctionna. Au cœur du complexe, ils le trouvèrent, ce qu'ils n'osaient espérer. Une cage d'acier. À l'intérieur, 8 personnes blotties derrière les barreaux. Une femme s'avança lorsque la porte s'ouvrit. Son visage était tiré, ses cheveux grossièrement coupés. Mais ses yeux brûlaient de détermination. « Camila Ortega ?» demanda Lorenzo. Elle hocha la tête, la voix rugueuse mais ferme. « Vous avez mis le temps. » Giulia l'aida à avancer dans le couloir pendant que Ricardo Morales et Lorenzo couvraient l'arrière. Mais soudain, les sirènes. Le système d'alarme retentit, les lumières passèrent du blanc au rouge. « Ils savent qu'on est là !» cria Ricardo Morales. Ils sprintèrent à travers le couloir, s'engouffrant dans un conduit de maintenance menant à un sous-niveau sous la plateforme principale. Giulia tenait fermement Camila, la guidant au milieu du chaos. Les coups de feu résonnaient derrière eux, ricochant sur les murs métalliques, mais Giulia ne ralentissait pas. Elle avançait avec certitude, comme si elle connaissait ce labyrinthe par cœur. Au quai, leur bateau les attendait, moteur allumé, lumières éteintes. Dès qu'ils sautèrent à bord, Ricardo Morales se retourna et lança un petit appareil noir derrière lui. « Un petit souvenir », murmura-t-il. Quelques secondes plus tard, une explosion retentissante illumina la nuit. Des flammes jaillirent de l'aile est du complexe, projetant des vagues de feu à la surface de l'eau. Plus de secrets, plus de cachettes. De retour à la planque, Camila était assise à une table de fortune, buvant de l'eau comme si c'était du vin. Ses mains tremblaient, mais sa voix, non. « Vous voulez les faire tomber ?» dit-elle en regardant Lorenzo. « Alors prenez ça. » Elle fit glisser une clé USB sur la table. « C'est tout ce que j'ai réuni avant qu'ils m'attrapent. Non, emplacement, les routes qu'ils utilisent pour transporter les gens comme du fret. Si vous remettez ça aux bonnes personnes, ils n'auront plus d'endroit où se cacher. » Giulia la fixa. « Pourquoi tu ne l'as pas donné plus tôt à quelqu'un ?» Le regard de Camila s'adoucit. « Je ne faisais confiance à personne. Mais ta fille, elle m'a regardé comme Elena le faisait, comme si j'existais encore. » Lorenzo prit la clé et la rangea dans une pochette sécurisée. « Tu restes ici. On va te protéger. » Camila secoua la tête. « Non, j'en ai fini de me cacher. Je veux que mon histoire soit connue. Je veux qu'ils voient mon visage et qu'ils sachent que j'ai survécu. » Lorenzo croisa son regard et hocha la tête. « On fera en sorte que le monde t'entende. » Le lendemain matin, le monde changea. Camila Ortega, qu'on croyait morte depuis plus d'1 an, apparut en direct à la télévision nationale. Elle donna des noms. Elle raconta ce qu'ils avaient fait. La peur, la violence, les mensonges. Et les gens écoutèrent. À la tombée de la nuit, des manifestations éclatèrent dans les grandes villes. Les agences fédérales furent submergées par des témoignages anonymes. Elena et Lorenzo regardèrent l'émission depuis le salon, silencieux. Elena lui prit la main. « Tu l'as fait !» Il se tourna vers elle. « On l'a fait !» Depuis le couloir, la voix de Giulia retentit. « Il y a quelque chose dehors. » Lorenzo sortit sur le perron. De l'autre côté de la route, une berline noire tournait au ralenti. À l'intérieur, un homme en costume sombre le fixait à travers le pare-brise. Aucune plaque d'immatriculation. Ricardo Morales le rejoignit à la porte. Il commença à avoir peur. Lorenzo hocha brièvement la tête. Parfait, qu'ils aient peur. Ce soir-là, Lorenzo s'assit avec Giulia dans le bureau. « Tu sais, tu n'es pas obligé de continuer, » dit-il doucement. Mais les yeux de Giulia rencontrèrent les siens avec une intensité tranquille. « Si, je dois continuer. » Il sourit. « Alors on se bat côte à côte. »
Et au fond des bois, derrière le domaine, loin de toute route ou lumière, une tour cachée s'alluma. Un signal, un avertissement. La bataille finale approchait, et cette fois le monde regardait. 3 jours après le témoignage de Camilla, tout changea. Les médias ne s'arrêtèrent pas. Ses paroles furent rediffusées en boucle. Son visage, ses cicatrices, sa vérité. Ceux qui s'étaient cachés derrière des murs d'entreprise devinrent des noms connus de tous. Certains prirent la fuite, d'autres furent licenciés. Quelques-uns furent enfin arrêtés, mais beaucoup étaient encore en liberté. Au domaine des Rivas, le silence n'était pas la paix. C'était une tension, dense, tranchante, prête à exploser. Lorenzo et Ricardo Morales étaient assis dans la salle de commandement, examinant un rapport fraîchement divulgué provenant de la sécurité intérieure. L'information confirmait leurs pires craintes. Le triangle noir n'était pas seulement une menace extérieure. Il avait infiltré les agences gouvernementales censées protéger la population. Ricardo pointa un nœud clignotant à l'écran. « C'est là !» Le centre de commandement, il se fait passer pour une archive souterraine juste à l'extérieur de Phoenix. Lorenzo le fixa. Si on détruit ça, toute la structure s'effondre. C'est plus sécurisé que Fort Knox, prévint Ricardo. Elena entra dans la pièce, plus forte, la voix claire. Alors on n'essaie pas de s'infiltrer, on l'inonde. Julia, recroquevillée au sol en train de dessiner, leva les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorenzo se tourna vers elle. Ça veut dire plus de secrets, plus d'opérations discrètes. On expose tout, au grand jour, avec des preuves, avec la lumière. Cette nuit-là, Elena et Julia travaillèrent côte à côte, comparant des fichiers, déchiffrant des transferts, reliant les points. Traces papier, empreintes numériques, comptes bancaires dissimulés derrière des œuvres caritatives étrangères. Encore et encore, le triangle noir. Ce qui avait commencé comme un sauvetage était devenu bien plus grand. Ce n'était plus une simple histoire de vengeance, c'était un mouvement, et ils en étaient les leaders. Ils préparaient des preuves assez solides pour faire tomber un empire. Avant l'aube, Ricardo rassembla l'équipe pour le briefing final. « Demain, 0600, on y va. Le plan est simple, continua-t-il. On entre dans le complexe, on place les émetteurs et on lance la diffusion en direct, sans filtre, sans délai. Le monde verra enfin ce qu'ils ont tenté de cacher. » Lorenzo se tourna vers Julia. « Tu ne viens pas ?»« Je dois venir, » protesta Julia. « Non, » répondit-il fermement. « Tu es notre plan de secours. Si on ne revient pas, c'est toi qui libères tout. »« Tu es notre garantie, » ajouta-t-il. Julia n'aimait pas ça, mais elle comprit. Elle hocha doucement la tête. À l'aube, ils étaient en mouvement. Un avion privé les déposa à 5 kilomètres de leur cible. Là, des SUV blindés les attendaient pour traverser les terres brûlantes de l'Arizona. La chaleur ondulait au-dessus du sable, le désert à la fois brutal et magnifique. Depuis un promontoire rocheux, ils aperçurent le bâtiment. Petit, banal, adossé à la falaise. Gardé mais volontairement discret, parfait pour dissimuler des vérités inavouables. Lorenzo vérifia son oreillette. « Tout le monde est prêt ?» La voix de Ricardo Morales répondit « En position ». La mission se déroula avec une précision militaire. Ils entrèrent par un conduit de ventilation. 2 gardes neutralisés sans bruit. Ils progressèrent dans un couloir bordé de chambres fortes à haute sécurité. Ricardo Morales avait déjà désactivé à distance les capteurs et les scanners rétiniens. Au cœur du complexe, ils le découvrirent. Une salle de serveurs immense, au-delà de tout ce que Lorenzo avait imaginé. Des dizaines de racks clignotants, c'était le cœur numérique d'une opération criminelle internationale. Lorenzo y installa l'émetteur. Elena, connectée via une ligne sécurisée, préparait la diffusion. Puis une voix s'éleva dans l'ombre. « Travail impressionnant, » dit-elle lentement, calmement. Un homme s'avança, grand, posé, cheveux argentés, pas d'armure, pas d'insigne, juste un costume gris charbon et un sourire calme, dérangeant. « Je me demandais combien de temps il vous faudrait pour trouver le centre nerveux, » dit-il. Lorenzo se plaça devant les autres, prêt à les protéger. « Qui êtes-vous »
Appelez-moi Hale, répondit l'homme. Je supervisais autrefois les renseignements sur 4 continents. Aujourd'hui, je gère les risques. La voix d'Elena retentit dans l'oreillette. Il est dans le dossier initial. Arturo Mendoza, ancien de la CIA, disparu depuis 5 ans. Hale haussa les épaules. Je n'ai jamais disparu. J'ai simplement choisi le silence. Ricardo Morales leva son arme. Écartez-vous. Mais Hale resta impassible. Vous croyez que diffuser quelques fichiers va changer le monde. Les systèmes ne s'effondrent pas par révélation. Ils tombent quand la croyance s'effondre, et plus personne ne croit en la justice. Lorenzo s'approche. Alors donnons-leur une raison d'y croire à nouveau. Il déclencha l'émetteur. Aussitôt, les écrans de la salle de serveur clignotèrent, puis affichèrent la diffusion en direct. Des images, des victimes, des documents, des transactions, des noms. Partout dans le monde, les téléphones vibrèrent, les ordinateurs se figèrent, les télévisions devinrent noires, puis s'illuminèrent. De vérité, le sourire de Hale disparut. On vous traquera pour ça. Lorenzo le fixa. Alors on fera en sorte que la traque en vaille la peine. Des alarmes résonnèrent à l'extérieur. Les défenses du site avaient été franchies. Les forces de sécurité affluaient. Hale disparut dans l'ombre avant qu'ils ne puissent l'arrêter. L'équipe s'échappa par un passage souterrain menant de l'autre côté de la crête. Là, des hélicoptères les attendaient. Au domaine, Julia regardait la diffusion se propager sur toutes les plateformes, tous les écrans. Des larmes glissaient sur ses joues, non pas de peur, mais de soulagement. Ils avaient réussi. Ils avaient tout révélé. Cette nuit-là, alors que le calme revenait enfin à la maison, Lorenzo était assis près de la cheminée avec Elena et Julia. Un rare silence apaisant s'installait. « Les gens ont peur maintenant », murmura Julia. Lorenzo acquiesça. « C'est un début. Mais la peur ne dure pas. Il faudra continuer d'avancer. » Elena serra doucement la main de Julia. « Cette fois, on ne sera plus seul. » Dehors, les foules commençaient déjà à se rassembler dans les villes du pays. Les rues se remplissaient de protestataires. Les pancartes s'élevaient. Les noms des oubliés résonnaient dans la nuit. La justice s'était enfin réveillée. Au loin, caché dans l'ombre à l'intérieur d'un SUV noir, Hale observait tout. Son expression ne trahissait rien. « Vous croyez qu'ils ont gagné ?» demanda le conducteur. Hale expira longuement. « Non !» dit-il calmement. Ils ont juste allumé l'étincelle. Et pourtant, dans la résidence des Rivas, entourée de courage, de vérité et d'une équipe que personne n'attendait en héros, ce feu ne naissait pas de la peur, il naissait de l'espoir. Et pour la première fois depuis des années, chacun se sentait enfin vu. Les jours suivants furent marqués par le chaos et la révélation. Les grands médias se bousculaient pour vérifier les images devenues virales. Les fichiers divulgués exposaient les routes de trafic, les noms de hauts responsables et de sociétés de sécurité qui cachaient l'exploitation humaine derrière des façades de recherche et d'innovation. Des manifestants envahirent les rues de Boston à San Francisco. Certains politiciens prirent leur distance, d'autres disparurent tout simplement. Un sénateur démissionna dans la honte. Un autre fut arrêté à l'aéroport de Zurich alors qu'il tentait de fuir. Mais à l'intérieur de la maison des Rivas régnait le silence. Pas celui qui vient de la peur, mais celui qui précède les décisions graves. Lorenzo se tenait dans la salle de commandement, les bras croisés, analysant les données à l'écran. De l'autre côté de la pièce, Elena parlait doucement à une avocate spécialisée en droit civique qui préparait une plainte à portée internationale. À ses côtés, Julia travaillait sur son ordinateur portable, jonglant entre cartes, messages et flux satellites envoyés par des lanceurs d'alerte. « J'ai trouvé quelque chose », dit Julia en pointant l'écran. Un mémo caché dans une sauvegarde. Il mentionne quelque chose appelé « Directive 81 points ». On dirait un plan de repli, ajouta-t-elle, un ordre de nettoyage. Lorenzo s'approche. Nettoyage de quoi? Elle cliqua plus loin dans le fichier. Pas de quoi, de qui. Il y a une liste de noms, des survivants, des témoins. Elle marqua une pause. Nous. Elena se figea.
Ils avaient tout prévu. À ce moment-là, Ricardo Morales entra, une enveloppe scellée à la main. Un coursier vient de déposer ça, pas d'expéditeur. Lorenzo l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une photo en noir et blanc. Julia, vers 12 ans, debout sur une aire de jeu. Un cercle rouge entourait son visage. En dessous, un message dactylographié. « Éliminez l'erreur ». Julia la fixa, le visage vidé de couleur. « Ils t'avaient dans leur viseur depuis le début », dit Lorenzo doucement. « Quelle erreur ?» demanda Elena en se tournant vers elle. La voix de Julia tremblait. « J'ai vu quelque chose quand j'étais enfant. Je n'ai pas compris à l'époque. Mais maintenant, si. Des hommes en uniforme. Ils forcèrent des femmes à monter dans des camions. Mon école était à côté d'un vieux terrain industriel. J'en ai parlé à une professeure. Elle m'a dit d'oublier. » Lorenzo serra la photo dans sa main. « Ils n'ont jamais cessé de te surveiller, mais quand tu as retrouvé Elena et commencé à parler, tu es devenue la flamme qu'ils ne pouvaient plus éteindre. »« Je ne veux pas fuir, » murmura Julia. « Tu n'auras pas à fuir, » dit Elena en posant une main douce sur son bras. « On reste. » L'atmosphère dans la pièce changea. Ce n'était plus seulement une question de vérité, c'était une question de survivre ensemble. Plus tard dans la nuit, Lorenzo se réunit avec Ricardo Morales et Elena dans le centre de commandement souterrain. Les écrans montraient un déluge de menaces, discussions en ligne sur des primes, forums cachés préparant des attaques, alertes cryptées sur des raids imminents. « Ils viendront ici, » dit Ricardo. « Ils tenteront de maquiller ça, comme un cambriolage qui tourne mal. Si on reste, ils nous tueront. » Lorenzo secoua la tête. « Si on fuit, on leur donne la victoire. On reste. » Il se tourna vers Elena. « Contacte Camila. Dis-lui de préparer la deuxième vague de diffusion. Si on tombe, elle libère tout. » Le lendemain matin, le domaine était devenu une forteresse. Des drones de surveillance vrombissaient dans le ciel. Les écrans montraient des flux en direct de chaque recoin de la propriété. Julia s'entraînait sans relâche avec Ricardo Morales, apprenant à se déplacer sans bruit, à manier des armes, à disparaître si nécessaire. Elle ne tremblait jamais. « Tu es né pour ça ?» lui dit un soir Ricardo Morales, alors qu'elle démontait et remontait calmement un pistolet d'entraînement. « Je ne suis né pour rien, » répondit-elle. « On m'a effacé, mais maintenant, je les vois. » Cette nuit-là, sous la lumière pâle d'un croissant de lune, une alarme silencieuse se déclencha. Lorenzo courut vers la salle de commandement. Sur l'écran, 3 silhouettes en noir, avançant furtivement vers le périmètre est. « Ils sont là, » dit-il. Ricardo Morales préparait déjà le combat. « On les retient, juste assez longtemps pour lancer la dernière diffusion. » Julia était à la porte, immobile. « Je reste, » dit-elle fermement. Lorenzo la regarda longuement, puis hocha la tête. « Tu sais ce qu'il faut faire. » L'attaque frappa comme une vague géante. 3 assaillants devinrent 6, puis 10, tous armés, tous entraînés, silencieux et coordonnés. Mais le domaine était prêt. Les systèmes de défense s'activèrent immédiatement. Des drones s'envolèrent, des pièges se déclenchèrent, les alarmes retentirent. Ricardo Morales et son équipe forcèrent les assaillants à se retrancher dans des couloirs étroits. 2 furent désarmés, l'un fut capturé vivant. Mais la résistance eut un prix. Une violente explosion déchira l'aile ouest. La fumée envahit les couloirs, les murs se fissurèrent, les alarmes incendie hurlèrent. Elena attrapa Julia et la tira dans un couloir renforcé, lui glissant un disque dur dans la main. « Si on n'y arrive pas, » dit-elle avec urgence, « c'est toi qui finis la mission. »« Je ne vous laisserai pas tomber, » répondit Julia d'une voix ferme. Dans la salle de commandement, Lorenzo saignait d'une blessure à l'épaule, mais la douleur était noyée par l'adrénaline. Ricardo Morales gardait la porte, haletant. Dans un coin, le captif, les mains liées, affichait un rictus fanatique. « Vous croyez vraiment que ça se termine avec vous ?» Lorenzo s'approche, le sang coulant le long de son bras. « Non, » dit-il calmement, « ça se termine avec la vérité. Et grâce à toi, on vient d'avoir la pièce manquante. » L'homme fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?»« Tu as parlé, répondit Lorenzo. « On a tout enregistré. » Elena s'avança. « Et maintenant, tout le monde va l'entendre. »
En quelques minutes, l'équipe transmit le dernier lot de fichiers. Aveux enregistrés, communications internes, ordres signés de la main de Hale et la liste complète des financeurs de l'opération. Entreprises, lobbyistes, politiciens. Chaque média reçut les données simultanément. Rien ne pouvait l'arrêter. Dehors, les sirènes hurlaient. La police locale et des agents fédéraux, alertés par le code d'urgence de Ricardo Morales, inondaient la zone. Les assaillants se dispersèrent, certains furent capturés, d'autres disparurent dans l'ombre. Mais à l'intérieur, blessés mais debout, les défenseurs tenaient bon. Lorenzo, blessé mais déterminé. Elena, épuisée mais solide. Julia, serrant le disque dur, les yeux brûlants de feu. Ils n'avaient pas seulement survécu, ils avaient forcé la vérité à saigner. Dans un bureau sombre, loin de là, Hale regardait l'effondrement de son empire se dérouler sur une douzaine d'écrans. Il ne paniqua pas. Il ne créa pas. Il sourit, parce que la guerre n'était pas terminée. Elle venait juste de commencer, au grand jour. La demeure des Rivas portait les marques du combat. Les murs étaient noircis, les vitres brisées. L'aile ouest portait encore l'odeur du bois et de l'acier brûlé. Mais dehors, le drapeau américain était toujours là, déchiré, usé par les tempêtes, mais encore debout. Le monde avait tout vu. La vérité avait été entendue. Mais à présent, une nouvelle menace s'élevait, la riposte. 3 jours après l'assaut, Lorenzo rencontra des agents fédéraux dans une salle sécurisée, sous un tribunal de Washington, D.C. Les données qu'ils avaient publiées avaient déclenché une véritable tempête. Enquête parlementaire, cellules de crise, gros titres dans le monde entier. Plus d'une douzaine d'arrestations avaient déjà eu lieu, mais pas celle de Hale. Il a disparu, déclara l'agent Calder, un homme mince au regard fatigué et aux profondes rides autour de la bouche. Nous avons fermé 7 de ces faux comptes. Toujours aucune trace. Il ne se cache pas, répondit Lorenzo en fixant le visage de Hale sur l'écran numérique. Il se prépare. Calder croisa les bras. Ton domaine ressemblait à une zone de guerre. Le public est avec toi, pour l'instant. Mais Hale, lui, il attend. Il laisse le silence s'installer, et puis il frappe. La mâchoire de Lorenzo se contracta. Alors on va le forcer à venir à nous. Pendant ce temps, au domaine, Julia était dans la salle de repos avec Elena. Bien qu'elle porte encore des ecchymoses et qu'elle souffre des effets de la fumée, elle semblait plus déterminée que jamais. Mais quelque chose la tourmentait. Assise près de la fenêtre, recroquevillée sur elle-même, elle regardait dehors en silence. « Tu n'as presque rien dit », murmura Elena. Julia garda les yeux fixés sur l'horizon. « Je me demande ce qui se serait passé si j'étais restée silencieuse ce jour-là. Tout ça, toutes ces vies seraient restées enterrées. »« Je ne suis pas restée silencieuse, » répondit Elena. « Tu leur as donné une voix. » Julia secoua doucement la tête. « Non, je leur ai donné une raison d'être vue. » Ce soir-là, Lorenzo rentra avec une nouvelle. « On nous convoque pour témoigner, » annonça-t-il. « Audience publique au Congrès. » Il les regarda toutes les deux. « Ils veulent toi, Elena. Et toi aussi, Julia. Ils veulent montrer les visages derrière les dossiers. Les noms ne suffisent plus. Les gens ont besoin de voir les survivants. » Elena arqua un sourcil. « Tu es sérieux ?»« Très sérieux, » répondit Lorenzo. « Cette fois, l'histoire ne sera pas qu'une série de données sur un écran. Ce sera humain. » Les survivants, la fille qui se souvenait. Julia releva la tête. « Je vais le faire, dit-elle. » Lorenzo la fixa, surpris. « Tu es sûr ?» Elle hocha la tête avec assurance. « Ils se sont servis de mon silence. » Ça n'arrivera plus. À l'approche de l'audience, les préparatifs s'intensifièrent. Lorenzo travailla avec des avocats et des équipes de sécurité. Elena collabora étroitement avec les journalistes pour s'assurer que la diffusion atteigne chaque recoin du monde. Julia ne répéta pas de texte, elle s'entraîna avec des coachs pour rester calme et centrée quand les caméras du monde entier se braqueraient sur elle. Un soir, alors qu'ils se tenaient ensemble dans le bureau, Lorenzo lui dit « Tu vas t'en sortir. Tu as déjà survécu à pire que tout ce que cette salle pourrait te faire. » Julia inspira profondément. « Je n'ai pas peur d'eux, murmura-t-elle. J'ai peur de ce qui vient après. »
Le monde change lentement, lui répondit Lorenzo. Mais il ne change pas du tout, sans des gens comme toi. Le jour de l'audience arriva. Les couloirs de marbre du Capitole fourmillaient de journalistes et de manifestants. Giulia marchait aux côtés de Lorenzo et Elena, ses pas légers mais déterminés. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle, un déluge de flashs les assaillit. À l'intérieur, les sénateurs étaient assis, raides, derrière de longues tables, tandis que les caméras diffusaient en direct devant des millions de spectateurs. Elena parle la première, posée, claire et ferme, révélant comment le système avait tenté d'étouffer sa voix et comment il avait failli effacer son existence. Lorenzo prit ensuite la parole, exposant les preuves numériques, les attaques, les responsables. Mais ce fut Giulia, assise calmement sur un petit coussin derrière la table des témoins, qui plongea la salle entière dans un silence absolu. « Veuillez indiquer votre nom pour le compte-rendu », demanda le président. « Giulia Liliane Herrera », répondit-elle. « Quel âge avez-vous » ? 15 ans. Un silence. « Que souhaitez-vous nous dire » Giulia regarda directement l'objectif. « J'ai vu une femme tirer de la mer. Je l'ai entendue crier. J'ai vu des hommes armés, avec de faux bras cousus à leur veste, la jeter dans une camionnette. Je n'avais que 10 ans. J'en ai parlé à ma maîtresse. Personne ne m'a cru, pas avant de rencontrer Monsieur Rivas. Elle fit une pause, puis ajouta « Et après ça, j'ai compris ce que cache la vérité. Elle fait disparaître les gens. » La salle resta silencieuse. Un sénateur se pencha en avant. « Pourquoi parler maintenant ? Parce que j'en ai assez de me sentir invisible. » Dehors, la foule en liesse se mit à applaudir. Les réseaux sociaux explosèrent. Les hashtags se propagèrent comme une traînée de poudre. « Je te vois, Giulia » devint une tendance mondiale. Ce soir-là, la commission publia un mandat d'urgence. Toutes les personnes et entreprises mentionnées dans les fichiers allaient faire l'objet d'une enquête fédérale. Une unité spéciale fut annoncée. Pour la première fois, les mots « triangle noir » furent inscrits dans les registres du Congrès. Mais au loin, dans un domaine luxueux au bord de la mer, Hale regardait la retransmission depuis une salle privée, faisant tourner son scotch dans un verre en cristal taillé. « Elle est dangereuse !» dit la femme assise à côté de lui. « Non !» répondit Hale avec un léger sourire. « Elle est essentielle. » Le visage de la femme se crispa. « Alors pourquoi ne l'arrêtons-nous pas ?» « Parce que, dit Hale en se levant, il est temps d'adopter une autre stratégie. » Chez les Rivas, la famille savourait un moment de calme et de joie. Des journalistes attendaient devant les grilles. La sécurité avait triplé. Mais à l'intérieur, on partageait de la nourriture, des rires et un soupir de soulagement. Alors que Giulia sirotait son chocolat chaud, blotti sur le canapé, Lorenzo la regarda et dit « Tu l'as fait ?» Elle sourit à moitié endormie. « Pas toute seule, on l'a fait ensemble. » Mais Lorenzo, les yeux tournés vers les collines sombres au loin, sentait au fond de lui que ce n'était pas la fin. Juste une pause entre deux chapitres. Et quelque part, dans le calme avant la tempête, quelque chose de nouveau se préparait. 2 semaines passèrent, assez pour que les actualités changent, assez pour que l'attention du public s'efface peu à peu. Les paroles de Giulia étaient encore reprises dans les débats et les émissions du soir, mais l'urgence qui avait secoué le pays s'était estompée. La justice, semblait-il, avait la mémoire courte. Mais Lorenzo n'avait rien oublié. Il se tenait seul dans l'observatoire, au sommet du domaine des Rivas, observant les étoiles scintiller dans le ciel clair de l'Arizona. En bas, les lumières discrètes du système de sécurité lui rappelaient que leur paix était fragile, conditionnelle, temporaire. Ricardo Morales entra sans bruit. « Ça recommence », dit-il. Lorenzo ne détourna pas les yeux. « Où ça ?» « En Afrique du Sud, une clinique a été bombardée. Même symbole, un triangle noir gravé sur le mur. » Lorenzo expira lentement par le nez. « Hale bouge ses pions, dit-il. Il ne se contente plus de protéger le réseau, ajouta Ricardo. Il est en train de le reconstruire. » Giulia était assise à la grande table en chêne, des feuilles éparpillées devant elle.
Ce n'était plus la fille silencieuse au carnet de croquis. Elle avait changé, endurci. Plus vive, plus concentrée. Elle ne dessinait plus. Elle étudiait les schémas, les plans de vol, les registres de cargaison. Des informations en direct venues de forums obscurs au cœur du dark web. Elena posa doucement une main sur l'épaule de Julia. « Tu dois te reposer. »« Je dois garder une longueur d'avance, » répondit Julia, sans détourner les yeux de l'écran. Elena, appela Lorenzo depuis le couloir. « C'est l'heure. » Ils se réunirent dans la salle de briefing, Ricardo Morales, Elena, Julia et 2 nouveaux membres. La première était l'agente Marla Green de l'unité antitrafic humain du FBI. Le second, Diego Serrano, un ancien analyste de données qui avait travaillé dans la cellule cybernétique de Hale avant de faire défection. Diego projeta une carte à l'écran, des points rouges clignotaient à travers le monde. L'un d'eux clignotait plus vite que les autres, au large de l'Atlantique Nord. « Celui-ci est différent », déclara Diego, près de l'Islande, une ancienne base de surveillance de l'OTAN, officiellement désaffectée depuis des années. J'ai repéré 7 signaux de communication venant de cette zone, rien que dans la dernière journée, ajouta-t-il. Ricardo Morales laissa échapper un sifflement bas. C'est un trafic de très haut niveau. Diego acquiesça. On est presque certain que Hale opère depuis là-bas maintenant. C'est isolé, glacial et parfait pour disparaître. Elena s'avança. C'est là que tout se termine. Lorenzo regarda Julia. « Tu ne viens pas, lui dit-il. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi pas ?»« Parce que tu es désormais le visage de ce mouvement, » répondit Elena d'une voix douce. « Si quelque chose t'arrive, tout ce qu'on a construit pourrait s'effondrer. » Julia se renversa dans son fauteuil, peinant à accepter la décision. « Tu as donné une voix aux gens, » dit Lorenzo. « Maintenant, tu dois continuer à t'en servir. Les maintenir unis, les aider à croire. » Julia hocha lentement la tête. « Alors ramenez-le. » 2 nuits plus tard, un jet privé traversait un ciel glacé. Lorenzo, Ricardo Morales, Elena, Diego et une unité tactique d'élite atterrirent sur une piste abandonnée au nord de l'Islande. La neige soufflait de côté, le vent hurlait à travers la glace comme une sirène d'alerte. Leurs bottes craquaient sur le sol dur et gelé alors qu'ils avançaient en silence. Dans la brume, l'installation apparut, à moitié enfouie dans une falaise, fusion de métal et de glace, spectrale. Pas de lumière, pas de son, mais un signal pulsait sous terre, comme un battement de cœur. Ils s'infiltrèrent par un étroit conduit de service que Diego avait repéré. Les couloirs étaient étroits, les murs couverts de givre et de câbles enchevêtrés provenant d'anciens systèmes de surveillance. Plus ils avançaient, plus l'air se réchauffait. Des vibrations mécaniques résonnaient sous leurs pieds. Puis ils atteignirent le centre de contrôle. Il était immense. Écrans et consoles illuminaient des flux en direct du monde entier. Vues de drones, transferts de données, transactions financières. Le système avait évolué, mais son cœur restait le même. Et il attendait, seul, sans garde, sans arme. Lorenzo leva son arme. « Éloigne-toi !»« Je suis désarmé », répondit calmement Hale. « N'avez-vous pas déjà gagné ?» Elena plissa les yeux. « Où est ton équipe ?» Hale désigna les écrans. « Partout et nulle part. Je n'ai plus besoin d'humains, j'ai des systèmes. » Diego s'approche du terminal. « Je peux le désactiver. »« Tu ne peux pas, » répondit Hale. « C'est décentralisé. Détruis une partie, une autre la remplace. Coupe une tête, 2 repoussent. » Ricardo Morales ricana. « Tu construis Hydra maintenant ?»« Je construis la survie, » répondit Hale. Lorenzo fit un pas de plus. « Tu as fait du mal à des innocents. Tu les as trafiqués, étiquetés comme des objets. Tu as effacé leur nom. »« J'ai fait ce que les gouvernements font, » rétorqua Hale. « Je l'ai juste fait plus efficacement. » Les doigts de Diego dansaient sur le clavier. Il a raison. Le réseau se duplique en permanence. Elena fixa Hale droit dans les yeux. « Alors pourquoi nous laisser te retrouver ?» Hale esquissa un sourire fatigué. « Parce que je voulais voir à quoi ressemblait l'espoir avant de mourir. »
Soudain, un bruit éclata derrière eux, un choc métallique net. Un agent fut touché, une fléchette anesthésiante dans le cou. Puis une seconde. « Embuscade !» cria Ricardo Morales, se tournant vers la porte en ouvrant le feu. Des silhouettes surgirent, masquées, rapides, mortelles. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires, ni des mercenaires. C'était autre chose, des agents d'élite. Hale avait lancé son dernier coup. Lorenzo tira Elena derrière une console pour se mettre à couvert. « Prenez les disques !» cria-t-il. Rhys riposta, abattant 2 assaillants. Diego se baissa sous le terminal, arracha les disques durs et les glissa dans son manteau. « J'ai les données principales !» hurla-t-il. « Bougez !» aboya Lorenzo. Le groupe se précipita dans le tunnel de maintenance, tandis que les balles ricochaient derrière eux. Hale resta sur place, intact, calme, observant le chaos autour de lui comme un spectateur devant une pièce de théâtre. Dehors, des motoneiges les attendaient dans la tempête. Ils foncèrent dans le blizzard, blessés mais vivants, emportant avec eux les secrets que Hale avait mis des années à bâtir. Des heures plus tard, à l'abri dans leur planque, Elena était assise devant un écran lumineux. Elle faisait défiler les fichiers décryptés, ses yeux parcourant une liste de noms. Des noms nouveaux, jamais révélés auparavant. « Cette fois, on l'a eu », murmura-t-elle. Lorenzo s'affaissa à ses côtés, le corps épuisé. « Non », dit-il à voix basse. « On l'a dévoilé. Maintenant, c'est au monde de décider quoi en faire. » À l'autre bout du globe, Julia se tenait devant une assemblée lors d'un sommet de la jeunesse, la voix assurée alors qu'elle s'adressait à la foule. « Vous avez vu la vérité, dit-elle au micro. Maintenant, le choix vous appartient. Le silence est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. » Sa voix, douce et claire, portait plus que n'importe quel cri. Comme une neige silencieuse, ces mots déclenchèrent une nouvelle tempête. Et quelque part dans l'ombre, Hale ferma les yeux et murmura « Voyons ce qu'ils feront de cette lumière. » Tout n'avait pas commencé par des applaudissements. Cela avait commencé par un silence, profond, solennel, électrique. Julia se tenait seule sur la scène du Forum mondial de la jeunesse à Chicago, dernière intervenante du dernier jour. Sa voix n'était pas forte, mais elle captait toute l'attention. Pas parce qu'elle était célèbre, mais parce qu'elle n'avait plus peur. « J'avais 10 ans, dit-elle. J'ai été témoin d'un événement terrible. J'ai parlé. Personne ne m'a écouté. » Elle fit une pause, regardant la mer de visages devant elle, de jeunes militants, des survivants, des journalistes, des vétérans. Mais la deuxième fois que j'ai parlé, le monde ne pouvait plus m'ignorer. Une personne applaudit, puis une autre, et toute la salle se leva dans une vague, applaudissements, cris, larmes. Ils n'applaudissaient pas seulement Julia. Ils célébraient l'éveil de quelque chose de puissant. Au domaine des Rivas, Lorenzo et Elena se tenaient ensemble dans le jardin. Les rosiers qu'Elena avait plantés longtemps auparavant refleurissaient, éclatants, indomptables. Le discours de Julia jouait sur une petite radio posée à côté d'eux. « Ce n'est plus la même fille que celle qu'on a rencontrée au début », dit doucement Elena. Lorenzo sourit. « Non, elle a toujours été cette fille. On ne l'avait juste pas encore vue. » À l'intérieur de la maison, Ricardo Morales et Diego travaillaient à leur poste, téléchargeant les derniers fichiers. Chaque dossier compilé par Hale était transmis à des coalitions internationales de confiance, des journalistes triés sur le volet, des organisations de défense des droits humains. Plus de secrets, plus de retenue. « J'ai effacé toutes les métadonnées », confirma Diego. « Même s'ils essaient de reconstruire le réseau, ils ne trouveront que des impasses. » Ricardo Morales esquissa un rare sourire. « Alors, on a fait ce qu'on devait faire. » Mais même sous la lumière de la justice, le danger rôdait encore. Hale avait disparu, aucune apparition confirmée, aucune trace récente. Juste des questions et un malaise persistant. Certains pensaient qu'il était parti pour de bon, d'autres croyaient qu'il avait changé d'identité, peut-être même changé de camp. Mais Lorenzo, lui, connaissait la vérité. Hale ne se cachait pas, il attendait, mais cette fois, ce savoir ne l'écrasait plus, parce que l'histoire avait évolué.
Ce n'était plus celle de Hale, ni de Lorenzo, ni d'Elena, ni même de Ricardo Morales. C'était celle de Giulia. Ce soir-là, Giulia rentra chez elle, pas vers des fans ou des flashs, mais vers des bras ouverts. Elena l'enlaça tendrement. Ricardo Morales lui adressa un simple hochement de tête. Lorenzo posa une main ferme et rassurante sur son épaule. Ils formaient une famille, non par le sang, mais forgée dans le feu d'un combat commun. « Vous m'avez manqué », murmura Giulia en posant son sac. « On n'est jamais parti », murmura Elena. Après le dîner, ils se rassemblèrent tous près de la cheminée. Dehors, les vents du désert hurlaient contre les vitres. À l'intérieur, une lumière douce et chaleureuse remplissait la pièce. Giulia était assise en tailleur sur le tapis. « Tu crois que ce sera vraiment fini un jour ?» Lorenzo répondit avec honnêteté. « Non, probablement jamais. » Elena prit une gorgée de son thé. « Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que le silence ne revienne jamais. » Giulia hocha la tête. Elle comprenait maintenant. Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde dormait, Lorenzo marchait dans les couloirs plongés dans l'obscurité. Il s'arrêta devant le bureau, fixant un croquis encadré au mur. Un dessin au crayon que Giulia avait fait, une fille observant le monde en feu. Mais son expression ne montrait pas la peur, elle montrait la détermination. Lorenzo éteignit les lumières et laissa la clarté de la lune se répandre doucement sur le sol. Quelque part, loin du bruit du monde, dans une pièce sombre et glaciale, Hale se tenait seul devant un miroir. Il n'était plus puissant, plus craint, ni respecté. Juste un homme, plus vieux, plus maigre, écrasé par l'héritage qu'il avait laissé derrière lui. Sa poitrine était lourde, oppressée par ce qu'il restait de son empire. Il ouvrit un vieux carnet. Sur la première page, une seule ligne était écrite. Chaque mouvement a besoin d'un méchant. Il referma le livre. À Washington, les audiences se poursuivaient. Les survivants partageaient leur vérité. Des entreprises majeures s'effondraient sous le poids de leur complicité. Une nouvelle alliance internationale vit le jour, déterminée à démanteler les réseaux transnationaux de traite humaine. Des lois furent révisées, des systèmes réévalués. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas simple, mais c'était un progrès. Et un matin d'automne, dans une petite ville tranquille de l'Ohio, une classe de 152 regardait l'histoire de Giulia dans le cadre d'un cours sur les droits civiques. Au fond de la salle, une élève aux cheveux bouclés leva la main. « Elle était juste une enfant, dit-elle. Comment elle a pu faire tout ça ?» L'enseignante sourit car elle connaissait la vérité. Personne n'est jamais trop petit pour faire la différence. Et dans cette salle, une nouvelle étincelle s'alluma. En Arizona, sous l'immensité du ciel nocturne, Giulia se tenait seule. Mais elle ne se sentait pas seule. Au-dessus d'elle, les étoiles brillaient, dispersées, lumineuses, inflexibles. Elle les regarda et murmura doucement « On est toujours là », dit-elle, « et ce n'est pas fini ». Derrière elle, la porte grinça. Lorenzo sortit, les mains dans les poches de son manteau. « Tu penses à de grandes choses ?» demanda-t-il. « Juste à des choses vraies », répondit-elle. Ils restèrent là, ensemble, dans le silence de la nuit. « Tu crois que les gens se souviendront de nous ?» demanda Giulia. Lorenzo sourit doucement. « Ils se souviendront de ce qu'on représentait, c'est ça qui compte. » Elle acquiesça, la lumière dans ses yeux toujours vive. La justice n'était jamais ordonnée, jamais rapide, et rarement là quand on en avait le plus besoin. Mais quand elle arrivait, elle ressemblait à une jeune fille qui avait choisi de ne pas se taire. Et ça, Lorenzo le savait, c'était une fin qui valait tout. Cette histoire est un rappel. Les voix les plus fortes, les plus transformatrices, naissent souvent dans les endroits les plus inattendus. Giulia, une fille autrefois ignorée, est devenue la force qui a mis au jour un crime mondial. Son courage nous montre que le vrai changement commence quand quelqu'un ose parler, même quand c'est dangereux. Dans un monde qui étouffe trop souvent la vérité, rester debout n'est pas seulement un acte de bravoure. C'est vital. La justice peut prendre du temps, mais elle mérite toujours d'être défendue.